vois. Oui, c'est ça. OK. Moi, je suis game de commencer. Ouais, moi aussi. C'est bien, là. Bien, bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir pour le lancement attendu de cet ouvrage de Clément de Gauljac intitulé « Tu vois ce que je veux dire », illustrations, métaphores et autres images qui parlent. Mon nom est Dali Giroux et je suis cette personne qui dirige la collection Terrain Vague aux presses de l'Université de Montréal, dans laquelle cet ouvrage est publié. Collection à laquelle Clément est associé depuis le départ, puisque dans le concept de cette collection Terrain Vague, on avait envie de joindre l'art et la science d'une manière concrète, et donc Clément est l'illustrateur, penseur désigné et associé à cette collection, qui en est à son 3e titre avec celui-ci. Et ça me fait très plaisir ce soir de lancer cette conversation autour de ce très beau livre, qui pour moi est peut-être le plus achevé dans la collection, là, dans cette rencontre du fond et de la forme. Et comme c'est ton ouvrage en plus et que tu as travaillé au concept, je trouve que c'est un beau moment ce soir pour moi et pour cette petite collection-là aussi. Clément va parler une quinzaine de minutes autour de son livre, puis vous avez envie d'une conversation ensuite de manière plus formelle en faisant des commentaires, posant des questions à Clément, c'est tout à fait bienvenu, puis sinon de manière informelle en prenant un verre ce soir. Moi je travaille avec Clément depuis je crois 2 ans et demi à la réalisation de ce livre, quelque chose comme ça, oui. Je trouve que c'est un très beau livre parce que c'est un livre qui pense aux images qui nous font penser et qui est écrit par quelqu'un qui fait des images qui font des choses. Et donc, il se passe, il y a une opération magique un peu là-dedans qui est une très belle nourriture à la fois intellectuelle, esthétique et politique. Et Clément va vous en dire quelques mots, mais vraiment, je vous engage à le posséder parce qu'il est beau, parce qu'il est rempli d'illustrations et parce que s'élabore dans ce livre-là une pensée qui est celle de quelqu'un qui a une pratique artistique et politique qui est entièrement incarnée dans la théorie qu'il en fait. Donc c'est quelque chose de très vivant et dont j'espère que tu es très fier. Je suis très fier. Je te cède la parole. Merci Dali. Alors, merci de m'avoir accueilli dans les terrains vagues, d'avoir accueilli ce livre-là. Je vous remercie beaucoup d'être là. Puis, comme tu as dit, je vais faire une brève présentation du livre, surtout pour c'est ça, vous donner envie, j'espère, de le lire. Une présentation qui sera pas très longue et puis pour qu'on puisse en discuter autour d'un verre après. Et puis je voulais commencer presque par, en réfléchissant au petit speech, je me disais que je pouvais commencer par des excuses finalement, m'excuser un peu comme les discours de Justin Trudeau aussi là, qui s'excuse beaucoup, parce que le titre du livre est un peu trompeur en fait, parce que et je m'en suis rendu compte pas tout de suite en plus, parce que tu vois ce que je veux dire en fait, on l'utilise pas du tout dans l'expression, on l'utilise pas du tout dans le sens où je vais travailler. En fait, souvent, on l'utilise pour pallier une impossibilité de dire à voix haute quelque chose qui serait beaucoup trop vulgaire ou illégal ou souvent c'est un petit clin d'œil, là, tu vois ce que je veux dire, c'est comme ou voire carrément menaçant quoi, c'est arrête-toi. Et alors que dans le livre, j'utilise l'expression pour la faire travailler dans un sens vraiment très 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 littéral. Je me demande si on peut voir comme d'en voir avec les yeux ce que l'autre veut dire. Autrement dit, je me pose la question du rapport des images aux idées. Donc peut-on voir une idée aurait été un titre peut-être plus juste, mais
aussi moins bon. Alors j'ai préféré le bon titre. Donc ainsi posé, peut-on voir une idée, la question apparaît comme une question vraiment théorique. Et donc voilà, première annonce ce soir, c'est un essai théorique, il faut bien le reconnaître. Mais comme tu as dit Dali, écrit par un artiste, c'est-à-dire que j'y développe une théorie qui est vraiment très très personnelle. Et dans le sens que j'essaye d'y élucider des problèmes auxquels je suis confronté personnellement. Des problèmes artistiques auxquels je suis confronté. Mais, comme on sait, les problèmes artistiques sont jamais très loin d'être des problèmes personnels non plus. Et donc, c'est un livre théorique, mais donc, qui se présente comme une compilation de ce que la philosophe Vincent Després appelle des beaux petits problèmes. J'aime beaucoup cette expression, puis je me l'approprie, je la fais mienne. Les beaux petits problèmes sont à la théorie à peu près ce que les anecdotes sont à l'épopée. Et moi, souvent, je préfère les anecdotes. Elles sont courtes et quand elles sont bien racontées, elles donnent à penser. Et donc, le livre, je l'ai conçu un peu comme une... Bon, on est quand même au PUM. Alors, je me suis donné du mal pour mettre en ordre mes beaux petits problèmes et puis pour leur donner quand même... je me suis arrangé pour qu'ils composent une intrigue qui commence et qui se développe et qui finit. Mais c'est une succession de beaux petits problèmes. Et donc, dans cette présentation, je vais peut-être en citer quelques-uns des petits problèmes qu'il y a dans le livre. Donc le premier, je l'ai déjà dit, c'est peut-on voir une idée? Donc je me suis dit qu'on pouvait commencer à traiter cette question-là en se demandant si on pouvait transmettre une image par la parole. Et par exemple, est-ce qu'on peut dicter un dessin? Et donc ça, c'est pas facile. C'est pas facile à faire, c'est pas facile à entendre. Et c'est l'objet du premier chapitre. Je me suis demandé aussi comment ça se faisait que les métaphores et les allégories, c'est des images qui donnent à la compréhension des choses beaucoup de vitesse. C'est très très efficace. Mais pourtant, c'est pas rare que quelqu'un qui fait une métaphore s'excuse d'en faire. Oh pardon, c'est une métaphore. Comme si c'était une pensée un petit peu au rabais. Et mais pourtant, c'est une contradiction parce que quelqu'un qui vient de faire une belle métaphore, ça se voit sur sa face qu'il est content de sa belle métaphore. C'est comme ça, il y a une espèce de montée de joie qui vient avec ça, là, de joie de la compréhension et de la vitesse que ça peut prendre. Et donc je me suis posé cette question. Pourquoi, alors que c'est super, on prétend ne pas aimer ça, grosso modo. Je me suis posé aussi une question à propos des stéréotypes et des clichés. Je me suis demandé... un peu de la même façon, est-ce qu'ils sont forcément, par essence, naturellement mauvais parce qu'on prétend aussi toujours qu'il faut les éviter. Je veux dire, en art, c'est une évidence, en littérature aussi, le cliché, c'est le poison de la pensée. Mais pour autant, je me suis demandé s'ils étaient forcément mauvais, s'il n'y en avait pas un peu comme le cholestérol, dont on disait à un moment donné qu'il y avait un bon cholestérol, un mauvais cholestérol, si les stéréotypes, c'était pas un petit peu la même chose. Et cette question, c'est vraiment en tant qu'illustrateur que je me la pose, parce que en illustration, c'est très très difficile d'éviter les clichés. Parce que sinon, le livre s'appelle « Tu vois ce que je veux dire ?» En fait, sinon, il y a un vrai risque qu'on comprenne pas ce que je veux dire. Je vais donner un exemple. Si je dois dessiner un capitaliste, c'est difficile d'éviter le chapeau haute forme et le cigare. Si je dessine Jeff Bezos avec ses chemises un peu serrées et ses running, en fait, on va pas comprendre que j'ai dessiné un capitaliste. Alors que si je dessine le stéréotype du bonhomme Monopoly, on va tout de suite voir que c'est un capitaliste. Et donc, même si la représentation est cliché, donc pas bonne, on aurait vu ce que je voulais dire. Et donc, c'est quelque chose de pas simple. Et comme une question pas simple, en fait, elle m'intéresse beaucoup. À la fois comme, comment dire, pour la vivre, pour la résoudre dans les dessins que je fais, parce que ça, depuis 5-10 ans, des capitalistes, j'en ai dessiné beaucoup. Et donc, ça m'intéressait aussi comme question de la réfléchir avec d'autres outils, en fait. Oui, je voulais dire aussi que dans le livre, il y a aussi beaucoup d'exemples. C'est un peu comme l'histoire des beaux petits problèmes dans les livres théoriques. Souvent, mes passages préférés, c'est les exemples. Alors, j'ai essayé d'en mettre beaucoup. Et il y a aussi quelques dessins, même s'il y en a moins que d'habitude.
Il y a aussi des passages sur des artistes que j'aime et qui m'inspirent depuis longtemps, comme Robert Filiou ou Jean-Christophe Menu ou Lisa Mendel. Et il y a aussi des études de cas que j'ai traitées comme des beaux petits problèmes. Alors, je vais donner deux exemples, ou trois. Je me suis demandé, par exemple, pourquoi les caricatures qui ont fait suite au massacre de Charlie Hebdo ont été nombreuses à représenter les dessinateurs qui avaient été assassinés au paradis, dans un nuage avec des anges autour, alors qu'on célébrait leur anticléricalisme radical. Et donc là, pareil, il y avait une forme de contradiction, moi, qui me sautait aux yeux. Et donc j'ai voulu la déplier, cette contradiction, essayer de voir qu'est-ce qu'elle racontait. Ou je me suis aussi demandé comment une image que vous connaissez peut-être pas, mais moi que je connaissais et puis qui m'obsédait depuis longtemps, qui est reproduite dans le livre qui est ici, qui est connue comme l'affiche rouge. C'est une affiche qui avait été réalisée par le bureau de la propagande nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale pour annoncer l'exécution des résistants d'un groupe de résistants qui s'appelait le groupe Manouchian. Et cette affiche, elle est devenue l'objet d'un culte pour la gauche. Et je trouvais que c'était quand même très étrange, cette espèce de revirement d'une affiche conçue par les bourreaux pour annoncer l'exécution de leurs victimes, et puis qui se retrouve par un retournement l'objet d'un culte pour célébrer ces mêmes victimes. Et même j'ai fait mien le questionnement d'un autre artiste qui s'appelle Thomas Hirschhorn et qui avait fait une œuvre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais jeune artiste, où il avait repris cette affiche-là et puis il avait écrit en dessous pourquoi cette affiche est belle, mais pourtant elle a été faite par les nazis. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis donc dans le fond, je me suis approprier la question en essayant de déplier le problème sans le refermer. Pourquoi cette affiche est belle? Elle est même dans une chanson de Léo Ferré, c'est dans un poème d'Aragon, c'est quelque chose de peut-être un peu plus oublié aujourd'hui, mais qui a été mythique. Je veux dire, littéralement, je l'avais quand j'étais adolescent, puis je me demandais si j'avais le droit de l'afficher dans ma chambre, quoi. J'étais comme embêté, quoi. Ça tirait dans un sens, dans un autre. Puis je pense que les objets, en général, que j'ai voulu essayer de travailler dans ce livre, c'est des objets un petit peu comme ça, des objets devant lesquels on est mobilisé, enfin comment dire, les affects sont mobilisés de manière contradictoire et mettent en route une forme de machine à penser qui peut être désagréable, mais qui peut être très forte aussi, comme l'énergie qu'elle peut libérer peut être très forte aussi quand on se sort du problème, quand on sort de l'alternative infernale. C'est un peu comme une petite explosion nucléaire, là, ça fait comme ça fait de l'énergie. Il y a une autre étude de cas où je me suis interrogé sur un lieu commun qu'on retrouve beaucoup régulièrement dans les journaux, enfin dans la presse, les journaux, je ne sais pas si on peut appeler ça encore comme ça, dans le journalisme. C'est celle d'une anecdote, c'est l'employé de ménage d'un musée qui a rien compris et qui a jeté une œuvre d'art sans avoir vu que c'était une œuvre d'art. Puis ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, cette anecdote, mais elle revient de plein de façons, un peu comme la rumeur ou un peu comme les contes qu'on raconte, comment dire, qu'on aime jazzer et réactualiser parce que ça arrive et ça arrive et ça arrive. Et grosso modo, en fait, l'employé de ménage n'a pas reconnu l'œuvre d'art parce que, sous-entendu, en fait, ce qu'on sous-entend, c'est que l'œuvre d'art n'était pas reconnaissable et qu'une personne n'ayant pas les bonnes catégories l'a pas identifiée, quoi. Et donc cette histoire, moi, j'en ai relevé là depuis une vingtaine d'années. Elle revient tous les 2-3 ans, puis j'en ai fait une petite liste et je me suis demandé justement, un peu comme je l'ai raconté là, quel renversement un peu dans le mépris de classe elle signifie. Et elle m'a permis de développer une discussion entre des pensées qui m'ont inspiré à un moment donné beaucoup et qui m'apparaissaient, mais qui sont en forte contradiction. C'est la pensée de l'égalité chez Jacques Rancière, puis la pensée de la domination chez Pierre Bourdieu. Ils sont pas du tout d'accord entre eux, mais moi je trouve qu'ils ont raison les deux. Puis pareil, j'étais comme un petit peu pris dans ce conflit
je ne sais pas, des figures tutélaires à qui donner sa, je sais pas comment on appelle ça. Et cette histoire, en fait, me permet à la fois de faire travailler cette question, et puis comme souvent, c'est un petit dessin, un dessin fait par, enfin, j'ai dit petit dessin, un grand dessin fait par Kino, le dessinateur argentin, créateur de Mafalda, qui me permet de sortir de cette alternative infernale. Je me suis demandé aussi, autre problème que je regarde dans le livre, c'est qu'est-ce qui se passe quand des allégories s'échappent du cadre interprétatif qui leur donne une signification pour aller par les chemins et puis mettre la pagaille dans les rues, quoi. Un peu comme King Kong dans les rues de New York, par exemple. C'est je vois ça comme ça là, comme une espèce de comment je pourrais dire ça, comme si la figure censée incarner une idée se met à déborder son idée et puis sort en liberté. Et inversement, je me suis interrogé sur la manie qu'on a de voir aussi des allégories dans la vraie vie, un peu comme on reconnaît des visages dans les écorces des arbres ou dans les nuages. Là, on voit des allégories partout, comme l'exemple dont je suis parti là, par exemple, c'est quand la baleine s'est perdue au début de la pandémie, quand une baleine s'est perdue dans le Saint-Laurent et puis est venue comme mourir là, en fait, on était nombreux, puis je dis on, mais comme collectivement, on voyait un signe, quoi. Et donc c'est cette manière de projeter comme ça de la signification sur le réel, et puis tout d'un coup que la baleine devienne l'allégorie de notre moment pandémique arrêté, parce qu'elle nageait en faisant du surplace en plus. Ça devient extrêmement signifiant tout d'un coup comme ça, un événement qui a pas été du tout pensé. Enfin, je veux dire, il y a pas de pensée derrière l'événement, il arrive comme ça, mais il a l'air d'être écrit pour nous signifier quelque chose. Donc bon, c'est ça, j'ai travaillé cette question-là. Et puis, finalement, peut-être pour conclure, en fin de parcours, je me pose la question, comme dans les exemples que je vous ai donnés, là, vous voyez que c'est toujours comme, il y a toujours comme une dialectique forte qui s'affronte comme ça. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à cette question de la dialectique, parce que dans le fond, c'est un mot que j'employais sans bien savoir ce que ça voulait dire. Donc, le livre, je l'ai beaucoup écrit aussi pour essayer de m'expliquer à moi-même des choses, pour essayer de comprendre des choses. Et donc, ce dernier chapitre là sur la dialectique me permet peut-être de réfléchir à la manière dont j'utilise ou dont je fais moteur des contradictions et des paradoxes, alors même qu'on est à un moment donné de la pensée qui remet en question les grands dualismes, comme la nature, la culture, le masculin, le féminin. Mais pour autant, moi, je travaille beaucoup à construire peut-être pas des grands dualismes, mais des petits dualismes, en fait, des petites guerres internes, des contradictions, des paradoxes, qui sont comme des petites équations qui me permettent de comprendre peut-être les plus grands conflits dont elles sont porteuses. Et donc, voilà, ça achève ma présentation. J'espère que ça va vous donner envie de le lire. Et comme on disait, on peut profiter qu'on est silencieux, concentré, masqué, pour poser quelques questions, ou bien on peut directement se lever, faire du bruit et boire un verre. Si vous avez des questions, on est encore attentif. Je peux peut-être ajouter là, le tour de force que ça constitue de reproduire des images en telle quantité. Démarche pour obtenir les droits d'auteur, etc. Il y a beaucoup de travail derrière cet ouvrage-là pour restituer les images avec lesquelles Clément a voulu penser. Et moi, je salue ça aussi, cette ténacité. C'est difficile de construire un ouvrage comme ça. Donc, c'est difficile de donner des images à penser. Oui, j'aimerais bien t'entendre un peu sur la relation entre ce livre et l'écriture que tu as fait pour ton doctorat à l'UQAM. Eh bien, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le livre, il a été écrit dans le cadre
recherche-création, d'un doctorat en recherche-création à l'UQAM. Et dans le fond, le principal corps du texte, c'est le mémoire de doctorat que j'avais remis, que Serge, ici présent, avait évalué. Sachant que, comme il avait été écrit à 5 ans, ben, j'ai remanié certains passages et puis rajouté, enlevé des morceaux. Mais peut-être plus encore dire que quand je me suis dirigé vers le doctorat, c'était parce que justement dans des précédents livres que j'avais écrits, on m'avait demandé d'écrire un essai pour les accompagner et j'avais eu, comment dire, beaucoup de difficultés. Enfin, j'avais pas réussi. Gros blocage. Et en fait, dans le fond, le doctorat, je pense, m'a servi à me diriger vers comme une écriture peut-être plus théorique, mais enfin d'une théorie, comme je te redis, que j'essaye que je veux très personnelle, plus proche des écrits d'artistes. Mais donc je pense que le livre porte encore la trace du fait qu'il a été rédigé dans ce but-là, comme pour apprendre à écrire. Et je pense qu'il y a des morceaux qui en portent trace aussi, peut-être de lecture, etc. Mais donc je le vois comme une étape d'apprendre à écrire, à libérer vraiment cette écriture-là. Est-ce que, j'ai lu la thèse, donc je voulais savoir, est-ce que tu as gardé tous les passages sur l'impossibilité de rire quand ça devient trop grotesque, un peu comme toute l'histoire autour de Trump, la difficulté quand un monde est déjà... Ben ça c'est non, c'est un chapitre que j'ai supprimé parce qu'il était beaucoup consacré à une discussion sur les affiches que j'ai fait dans la grève de 2012 et donc je l'ai enlevé pour deux raisons. D'une part parce que justement, bah, comme tu dis, en fait c'était écrit ça en 2016 et je me posais la question au moment où Trump devient président, est-ce que c'est quoi la place pour la satire encore, parce que lui, il ira toujours trop vite en bouffonnerie, en fait. Et donc, je me posais cette question-là. Et je dirais que il y a deux raisons pour lesquelles je ne l'ai pas mis. C'est que j'ai retiré du mémoire général les parties où je discutais de mes propres œuvres qui accompagnaient la thèse création. Donc ça, c'est très technique. C'est pour la déthéser, comme Dali disait. Et aussi, c'est parce que je suis plus d'accord avec moi sur cette idée que la satire est pas possible avec les bouffons. En fait, c'est juste qu'il faut trouver d'autres manières de les emmerder, mais qu'en fait, c'est possible. En fait, je trouve que ce genre de discours un peu de renoncement, c'est plus possible de faire ceci ou cela. En fait, c'est juste des moments, ça correspond à des moments où on n'a pas trouvé comment faire, quoi. Non, j'ai le droit de le dire, je veux dire, ça fait des bons objets pour réfléchir, quoi, de dire on peut plus faire ceci ou cela, mais on a le droit de changer d'avis. Oui. Comment ta pratique d'artiste a-t-elle changé après avoir écrit ça, après avoir théorisé tellement? Est-ce que ta pratique d'artiste a trouvé un autre chemin ou comment ça s'est passé? Je crois pas qu'elle ait tant changé sous l'effet de cette réflexion-là, parce que dans le fond, comme Dali tu disais, ça n'a pas une influence directe, là, c'est des allers-retours. Par exemple, je sais que ma pratique artistique, elle a énormément changé. 2012 l'a fait énormément changer, ça c'est sûr. Je me suis mis à faire des affiches, à les distribuer, à être dans des rapports beaucoup plus courts entre le moment où une image est faite et où elle est partagée. J'ai assumé beaucoup plus nettement le caractère politique, illustratif de mon travail. J'ai arrêté de faire des propositions de type conceptuel, mystérieuse, de cube blanc. Donc ça a beaucoup changé. Mais je dirais que le rapport de l'écriture, en fait, au contraire, ça s'accompagne.
C'est vraiment, comme j'ai dit, une manière de réfléchir aux problèmes que je me pose, mais comme artiste, en fait. Il y a plein d'autres problèmes que je me pose, mais je pense pas que je ferai des livres dessus. Alors que là, je me sens autorisé à en parler parce que est-ce que j'ai le droit ou pas d'utiliser tel ou tel cliché? C'est vraiment des questions que je me pose tout le temps. Quand je le vois surgir, le cliché, je me dis, ah merde. Ah, mais alors comment on va faire pour se donner le droit de l'utiliser quand même? Puis ça, je trouve que c'est des questionnements qui sont intéressants à pas juste vivre tout seul dans ma tête quand je fais un dessin, mais peut-être à essayer de le déplier. Voilà. Oui. Allô? Allô? C'est amusant que tu t'intéresses aux images, à la possibilité qu'une image seule transmette ou en fait communique une idée, disons. Alors que dans ta pratique d'artiste, en fait, il y a vraiment souvent du texte qui accompagne les images. Là. J'ai même envie de dire la plupart du temps ces temps-ci. Mm-hmm. Puis en fait, j'ai envie de te faire parler un peu, parle-nous, de est-ce qu'à un certain point, le texte, c'est vraiment pas le même texte en une phrase qui accompagne un dessin ou un titre qui accompagne un dessin. Mm-hmm. Je sais aussi que dans ta pratique d'affiche, ou d'illustrations un peu qui sont très collées à l'actualité, tu te retrouves aussi à vouloir envoyer les gens relire l'article. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des sortes de textes? Et est-ce qu'il y a des sortes de textes qui deviennent comme des images? À force? Je pense que une des conclusions ou un des élans du livre, c'est de se dire que la question une image vaut telle 1000 mots, en fait, a aucun sens, quoi. Parce que, enfin, pour moi, ça n'a aucun sens parce que je pense que d'une part, ce qui est de l'ordre de l'image et ce qui est de l'ordre du langage, c'est pas des choses qui sont si différentes que ça et ça s'entrelace. Et d'autre part, comme tu l'as dit, moi, de toute façon, je fais jamais d'images dans lesquelles il n'y a pas de mots, quoi. Et dans le fond, tout ça, c'est plutôt de la narration que de l'image qui serait pure. Mais même à ça, je pense pas qu'il y a d'image pure, quoi. Je pense que n'importe quelle image qu'on fait, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai traité l'illustration et la métaphore, qui sont comme une illustration, bon, on va dire c'est un dessin, puis une métaphore c'est verbal, mais j'ai traité comme un seul et même phénomène, avec cette idée que ces images, elles sont toujours utilisées dans un discours. En tout cas celle qui m'intéresse, mettons, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait dire il y a des images abstraites, il y a un art qui est un art qui fait pas qui est sans sujet, on va dire. Mais moi je fais un art avec sujet, je fais un art transitif qui représente des choses, qui dit des choses, et donc de fait c'est toujours dans un discours. Donc en fait j'ai commencé par dire que je parlais du rapport des images et du langage, mais dans le fond je pense que une des thèses du livre, c'est de dire qu'il n'y a pas de... cette opposition, elle peut nous aider à penser une dynamique, mais elle n'existe pas comme deux choses séparées, quoi. Il n'y a pas un endroit dans la nature où il y a des images seules, en liberté, comment dire, pas contaminées par le langage. Je pense que ça n'existe pas. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je peux profiter qu'on est encore un tout petit peu silencieux pour dire que j'avais dessiné des ex-libris, que le port de tête en avait quelques-uns, mais que s'il n'y en a plus et que vous voulez acheter ce formidable livre, j'en ai d'autres ici. Et je peux même, au besoin aussi, même tamponner directement votre livre avec une petite signature si vous voulez. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là. Ça fait très plaisir après qu'on ait repoussé ce lancement, de pouvoir le faire quand même et de se réunir. Merci. Merci d'être là.